Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime. C'est normal. Malheureusement, les longs temps de chauffe sont loin d'être toujours dus à une quelconque défaillance. De nombreux moteurs mettent beaucoup de temps à chauffer, et vous ne pouvez rien y faire. Hélas, il s'agit d'une caractéristique de conception, le plus souvent causée par le désir des écologistes de sauver la planète. Les manchots empereurs au prix de l'inflammation des poumons de plusieurs milliers de personnes. À titre d'exemple, je citerai les bons moteurs Volkswagen de la série EA211, ils mettent très longtemps à chauffer, de sorte qu'il est généralement inutile de réchauffer l'intérieur en restant sur place. C'est pratiquement inutile, il faut donc l'accepter et se réchauffer en roulant. Et au feu de signalisation, il arrive que l'on gèle à nouveau, c'est la nature même de ces moteurs. Achetez une voiture à essence, sentez-vous dans une voiture diesel. Le deuxième exemple est le refus d'un régime de chauffe élevé. Vous souvenez-vous de la joie avec laquelle un moteur à carburateur muni d'un suceur hurlait dans le froid. La fumée s'échappait, mais la voiture se réchauffait assez rapidement. Les moteurs modernes chauffent différemment. Dans l'ensemble, le logiciel de l'unité de contrôle du moteur dispose de deux systèmes de chauffage indépendants. Le premier est un chauffage rapide du catalyseur, le second est un chauffage du moteur lui-même. Tout est clair dans le premier cas, un convertisseur catalytique froid ne fonctionne pas, de sorte qu'immédiatement après le démarrage du moteur, il hurle pendant plusieurs secondes à des régimes sensiblement plus élevés, ce qui réchauffe ce même convertisseur catalytique. Il est probablement nécessaire de rappeler ici qu'il y a des sondes à oxygène avant et après le convertisseur catalytique. La première ne nous intéressait pas, elle n'est responsable que de la correction du carburant, tandis que la seconde, qui équipe les moteurs à partir de la norme Euro 4, ne se contente pas de faire la même chose que la première, correction du mélange, mais contrôle également l'état du convertisseur catalytique. Pour que le second capteur entre en mode de fonctionnement normal, il est nécessaire de mettre le convertisseur catalytique en marche le plus tôt possible, c'est-à-dire de le faire chauffer. Par conséquent, lorsque la voiture hurle pendant quelques secondes, puis baisse brusquement le régime, c'est après le réchauffement du catalyseur que le moteur commence à fonctionner. Dans ce cas, le deuxième capteur d'oxygène est déjà impliqué, mais comme ce n'est pas le mode de fonctionnement, il n'est pas trop critique quant à la présence d'une trop grande quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement, pendant le réchauffement, c'est autorise. Mais voilà le problème, ce préchauffage est à nouveau trop nocif pour l'environnement, ce qui incite les écologistes à s'en mêler. La conséquence est que les vitesses de préchauffage indiquées dans le logiciel sont généralement bien inférieures à celles qui sont nécessaires pour que le moteur se réchauffe rapidement. L'une des idées fausses est que des régimes de chauffe aussi bas sont nécessaires pour chauffer un moteur froid aussi doucement que possible et pour économiser ses ressources. Ce n'est pas vrai, et les régimes de chauffe réduits sont une exigence des réglementations environnementales. Les moteurs modernes chauffent à 1000 à 1200 tours, bien qu'ils puissent le faire beaucoup plus rapidement à 1500, ce qui n'affecterait pas leur durée de vie. Aussi étrange que cela puisse paraître, nos VAZ, Kalina 2 et Grand A souffrent souvent d'un régime de chauffe trop bas. Il est possible de remédier à ce problème, tout simplement en procédant à un réglage de la puce. L'essentiel est que certains, griefs tuner, n'aient pas confondu les modes de mise en température et n'aient pas fait n'importe quoi en augmentant le nombre de tours. Là où ce n'est pas nécessaire, en particulier, lors de la mise en température du catalyseur. D'ailleurs, lors de la déposée du pot catalytique, il est préférable de désactiver son mode de chauffe, mais peu de gens le font. La situation des vitesses d'échauffement insuffisamment élevées n'est pas un dysfonctionnement, mais elle peut être corrigée. C'est une bonne chose. Rien n'a changé, passons maintenant au pire scénario, quelque chose est casse. Le premier élément suspect est bien sur le thermostat. Rien n'a changé depuis l'époque des moteurs à carburateur, si le thermostat est bloqué en position ouverte, le moteur mettra très longtemps à chauffer. Heureusement, il existe un moyen très simple de savoir si cette laideur se produit ou non. Il suffit de toucher le tuyau supérieur menant au radiateur quelques minutes après le démarrage du moteur. S'il est chaud, cela signifie que le thermostat est réellement ouvert. Et c'est évidemment mauvais, jusqu'à ce que le moteur se réchauffe, le liquide de refroidissement ne doit pas tourner en rond, c'est
à dire passer par le radiateur de refroidissement principal, et le tuyau secondaire doit rester froid. Or, il s'avère qu'au lieu de se réchauffer plus rapidement, le moteur réchauffe le radiateur avec des litres d'antigel dont il n'a pas encore besoin. Il faut ajouter que le thermostat ne peut pas seulement s'enrayer. Outre l'usure de la soupape elle-même, il peut présenter d'autres défauts, mais il n'y a absolument aucun intérêt à s'en occuper. Il faut remplacer le thermostat et oublier ce problème. Le thermostat est le plus souvent responsable du temps de chauffe trop long, et il devrait être placé en premier lieu, mais ce serait ennuyeux. J'aime les intrigues. Le deuxième défaut est le thermostat. Mais pas le système de refroidissement du moteur, mais l'échangeur de chaleur de la boîte de vitesse automatique, et pas seulement. Le convertisseur de couple classique, mais aussi les variateurs et les robots. Dans ce cas, le dysfonctionnement se présente comme suit. Les boîtes de vitesse automatiques sont souvent équipées d'un échangeur de chaleur, qui est nécessaire non seulement pour refroidir la boîte, mais aussi pour la réchauffer. Et il peut y avoir un thermostat dans le tuyau de l'échangeur de chaleur, qui ne permet pas de réchauffer la boîte tant que le moteur n'est pas chaud. Tout ce miracle fonctionne bien, mais pas pendant longtemps. À un moment donné, le thermostat peut se bloquer, ce qui fait que le moteur essaie de chauffer la boîte immédiatement après le démarrage. Bien sûr, il le fait mal. Il peut tourner au ralenti pendant 10 ou 15 minutes, mais ne parvient toujours pas à atteindre la température de fonctionnement. Si le climat n'est pas trop rigoureux, qu'à cela ne tienne, il est bon que la boîte se réchauffe avant le travail. En outre, si le thermostat est bloqué en position ouverte, c'est encore une bonne option, en mode de travail, la boîte ne surchauffera pas. Disons même plus, certains de ces thermostats sont retirés à titre préventif, afin de ne pas risquer qu'ils se bloquent en position fermée et que la machine doive faire l'objet d'une réparation importante. La recherche de ce défaut est plus difficile, il est préférable d'utiliser un scanner et de lire les relevés de courant à un moment donné. La température de la boîte est bien entendu un élément intéressant. Une dernière chose à propos du système de refroidissement, il arrive que le blocage d'air soit responsable de la longueur du temps de préchauffage. Mais en général, sa présence est détectée bien plus tôt et, en règle générale, lors d'une surchauffe inattendue. Néanmoins, cette probabilité existe et il est nécessaire de la rappeler. L'erreur n'est plus possible, passons maintenant à une erreur plus rare mais possible. Il arrive que la voiture pense que le moteur est déjà chaud, mais ce n'est pas le cas. Cela semble aussi compliqué qu'une chanson de Grebenchikov, mais c'est en fait très simple, le capteur de température du liquide de refroidissement. Dans ce cas, les conséquences peuvent être différentes. L'algorithme le plus primitif peut mettre en marche le ou les ventilateurs du radiateur. Et ce, immédiatement après le démarrage du moteur. Si la voiture est équipée d'un thermostat à commande électronique, le calculateur peut l'ouvrir. Il peut aussi le fermer, selon le sens dans lequel le capteur s'emballe. Le problème est rare, mais il existe. Un autre problème est le câblage défectueux du ventilateur. L'intelligence du hérisson est suffisante pour comprendre qu'il peut y avoir un court-circuit. Le ventilateur peut alors se mettre en marche quelle que soit la température de l'antigel. Cependant, il peut aussi s'éteindre à tout moment, ce qui n'est pas toujours terrible en hiver, mais désagréable en été. Par ailleurs, les ventilateurs chinois non standards avec leurs blocs se comportent parfois de manière étrange. Il convient donc d'en tenir compte lors du remplacement d'un ventilateur d'origine défectueux par un ventilateur analogue sain. Quand procéder à l'entretien? Par principe, je n'aborderai pas la question presque religieuse de la nécessité de faire chauffer le moteur, et j'irai donc droit au but. Comment comprendre que le moteur chauffe trop longtemps? Pour la plupart des moteurs, même en cas de gel sévère, le temps de chauffe dépasse rarement 10 minutes. Oui, il y a des exceptions, par exemple, les moteurs allemands, mais elles ne sont pas si nombreuses. Donc, à moins que vous ne soyez l'heureux propriétaire d'une voiture équipée d'un moteur EA 211 ou d'un moteur similaire, un temps de préchauffage de 20 minutes n'est pas normal. Il est vrai que les moteurs à bloc d'aluminium mettent beaucoup plus de temps à chauffer que les moteurs en fonte, mais même en cas de gel intense, le temps de chauffe ne devrait pas être aussi long. Si cela se produit, il vaut mieux s'assurer que tout va bien dans la voiture. Mais le temps de chauffe minimum est obligatoire dans tous les cas. Désolé, je n'ai pas pu résister. En conclusion, il est essentiel de comprendre que plusieurs facteurs peuvent influencer le temps que met votre voiture à chauffer par temps froid. Des éléments tels que la température extérieure, l'état du moteur, le type de liquide de refroidissement et même la qualité de l'huile jouent un rôle crucial.
En prenant soin de votre véhicule et en effectuant un entretien régulier, vous pouvez améliorer son efficacité et réduire le temps d'attente. N'oubliez pas que la patience est de mise en hiver, mais une bonne préparation peut faire toute la différence. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.